Heureuse de vous retrouver pour le 7e numéro de votre rendez-vous littéraire, Préface. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos remarques, vos suggestions, vos critiques, mais surtout pour vos encouragements. Vraiment, du fond du cœur, merci. Après avoir parlé de romans, de poésie, je vous invite à côtoyer un nouveau genre littéraire, l'essai. Alors, généralement, on entend par essai un texte dans lequel l'auteur va exposer un point de vue, l'exposer mais aussi le défendre, un point de vue sur une question qui lui tient à cœur, une question qui est importante pour lui. L'auteur que je reçois aujourd'hui a choisi ce genre, justement, le genre de l'essai, pour pouvoir défendre son opinion, je dirais même plus que cela, son rêve. Il est guadeloupéen, féru de droit et de basket, mais aussi très sensible à ce qui se passe donc dans son pays, sur sa terre natale, donc la Guadeloupe, mais aussi dans le pays dans lequel il a choisi de vivre, un pays qu'il a adopté, la Martinique. Certains le considèrent comme un rêveur. D'ailleurs, il ne conteste pas le qualificatif. La preuve, en mai 2016, il a créé un concept qui s'appelle l'usine à rêve de Martinique. En quoi cela consiste? Alors, voilà ce qu'il dit lui-même. Faire partie de la tribu des rêveurs, c'est accepter d'être le capitaine sur le navire de ses efforts pour ensuite être l'amiral de ses succès. Notre invité a écrit un ouvrage qui est sorti en juillet 2020 et dont le titre a suscité et suscite encore de nombreuses remarques. Le titre, Le jour où les Antilles feront peuple. Vous l'aurez compris, j'ai la joie immense, sincèrement, de recevoir Mathieu Gama. Mais avant de lui donner la parole, penchons-nous sur le sens du mot peuple. Alors, pour le Larousse, c'est un ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire et unies par des liens culturels, des institutions politiques. Alors, par exemple, on peut parler du peuple français. Le peuple est, avec le territoire et l'organisation politique, l'un des 3 éléments constitutifs de l'État. Le Larousse va proposer comme synonyme donc au mot peuple les mots nation et pays. Une autre définition, celle-ci par Jean-Paul Sartre, auteur, écrivain, philosophe, il dit ceci en 1970. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire pour que ces masses prennent une forme neuve, et c'est pourquoi vous, nous nous retrouverons certainement. Mathieu Gama, bonsoir, je suis heureuse de t'accueillir sur ce plateau. Bonsoir Laure, je suis encore plus honoré d'être accueilli par toi sur ce plateau. Alors Mathieu, avant de commencer notre interview, par rapport aux 2 définitions que je viens de lire, qu'est-ce qu'elles t'inspirent? Est-ce que notre passé, donc Martinique, Guadeloupe et peut-être aussi la Guyane, est-ce que notre passé esclavagiste, selon toi, notre passé commun, fait de nous un peuple? Alors je te laisse répondre, donc tout d'abord ce que tu penses de ces 2 définitions, et ensuite est-ce que le passé esclavagiste commun peut nous permettre de nous définir en tant que peuple? Alors, ce que j'aime dans les 2 définitions, alors la première est technique et elle pose la base déjà d'une projection. Je pense que la notion de peuple précède celle de nation. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, sur la définition donnée par Jean-Paul Sartre, il y a toujours eu cette division, cette distance mise entre les intellectuels et le peuple. On dit très souvent le bas peuple, oui. La plèbe. Tu vois, et en fait oui, il faut que non pas que l'intellectualité du mot peuple redescende vers la masse, mais plutôt que tout ça se nourrisse réciproquement. C'est-à-dire se nourrissent réciproquement. Penser un peuple de Guadeloupe, ça veut aussi dire l'incarner. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, les élus, les gens qui ont été portés au pouvoir en Guadeloupe sont absents du débat sociétal que nous vivons, que nous subissons en fonction de l'endroit où on se place. Moi, je le vis, plus que je ne le subis. Je vais être très clair sur ça tout de suite.
Je devais faire une présentation à Port-Louis. J'ai pas pu arriver à Port-Louis. Je suis désolé pour les gens qui se sont déplacés, mais moi, je soutiens les soignants, les pompiers, les grévistes. Je suis pour qu'on définisse nous-mêmes notre politique, en tout cas en local. Donc tu me parlais de quelle est la division. La division est que parfois, on va dire prendre de la hauteur, c'est oublier aussi de faire dans le large, dans l'horizontal. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait d'études ou n'est pas considéré comme un intellectuel qu'il ne peut pas comprendre la chose politique. Parce que la chose politique, ça doit d'abord être du bon sens. Pour mener un peuple ou pour vivre bien ensemble, il faut faire preuve de bon sens. Il n'y a que le bon sens qui soit reconnu à tous les étages normalement d'une sphère sociale. Tu sais que le bon sens n'est peut-être pas toujours si bien partagé, contrairement à ce qu'avait dit, je crois, j'espère ne pas me tromper, Descartes. Il avait raison là-dessus pour une simple et bonne raison. Plus on monte dans les strates de pouvoir, plus on se déconnecte de la réalité. La réalité du lieu, de la réalité du territoire, de la réalité de tous les jours. Quand on a des élus qui ne savent pas exactement combien coûte un truc qu'on achète nous tous les jours, une baguette ou une chocolatine, aurait dit quelqu'un d'autre, et ben voilà, on se trouve dans une situation où les gens à qui on a donné notre représentation, notre représentativité, et ben, sont eux déconnectés de la vie. Et donc effectivement, ils ne peuvent pas faire preuve de bon sens, parce que le bon sens, c'est ce qui te maintient les pieds sur terre. Alors, est-ce que justement notre passé esclavagiste commun en Guadeloupe, Martinique, Guyane, et je vais même aller jusqu'à La Réunion, est-ce que ce passé commun peut faire de nous un peuple ? Ça fait déjà de nous un peuple. La question est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on accepte en tant que peuple de faire peuple et donc de le faire tous les jours ? Ce serait, pour te donner un exemple, à l'échelle individuelle, ce serait comme respirer. Est-ce qu'on respire tous les jours en conscience ou on ne fait que respirer physiologiquement, inspiration, expiration ? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse peuple tous les jours. Et quand je vois un peu ce qui se passe là dans notre actualité, j'ai l'impression que ça y est, les gens ont compris qu'on pouvait faire peuple. On pouvait lutter pour le bien commun, pour l'intérêt général. Alors, bien sûr, il y a des critiques, on va nous dire, oui, mais si la Guadeloupe si tous les axes routiers sont bloqués, je vois pas comment on fait peuple et l'économie et comment on va faire. Est-ce qu'on réfléchit 2 minutes à ce que... Là, c'est un problème collectif qui se pose à tout le monde. Absolument. Mais quand ça se pose qu'à une frange de la société, par exemple aux soignants qui sont suspendus parce qu'ils n'acceptent pas une certaine injonction, pour dire les choses, pour pas vouloir faire de vilains jeux de mots, est-ce qu'on pense à ces gens-là ? Est-ce que lorsque une partie du peuple guadeloupéen est menacée, est-ce qu'il n'y a pas lieu de se mobiliser pour qu'au moins ça n'arrive pas ensuite aux enseignants ou ensuite à d'autres ? C'est la question que moi j'ai envie de poser. Je comprends que ça pose des problèmes, je comprends que ça bloque un peu l'économie, mais je me rappelle qu'on a plus ou moins bien accepté le confinement, le couvre-feu et tout ça. Donc en fait, ça dépend d'où vient l'ordre vraisemblablement. On est plus... Lorsque ça vient d'en bas, ça pose plus de problèmes, mais lorsque ça vient d'en haut, ça pose beaucoup moins de problèmes. Et ça, c'est dommage. Je comprends ce que tu dis. Alors, je veux lire un passage, donc à la page 17, lettre ouverte au peuple des Antilles. Je ne vais pas tout lire, parce que... Mais tu écris ceci: nous, Antillais et Guyanais, sommes le monde. Nous venons de partout et dans le même temps, nous sommes d'ici. Nous irons ailleurs tout en nous enracinant ici. Et un jour, le monde sera comme nous. Alors, quand tu dis qu'un jour, le monde sera comme nous, tu veux dire quoi exactement ? Est-ce que tu parles du fait que l'on soit mélangé, qu'il y ait différentes ethnies ? Est-ce que c'est cela, le nous ? Il y a de ça. Il y a beaucoup de ça. Je crois que l'humanité vit des cycles successifs. Et c'est pas la première fois que dans l'histoire de l'humanité, il y a un peuple qui a préfiguré ce que deviendrait l'humanité. J'y crois fondamentalement. Alors après, c'est ma croyance, c'est ma conviction et je la défends, mais je peux écouter, je peux entendre
la différence ou la contradiction. Ça ne me pose pas de problème. Ensuite, sur le nous et sur cette idée de s'enraciner ici tout en allant ailleurs, j'ai envie de te dire que c'est comme ça que l'humanité s'est adaptée à tout ce qui lui est arrivé. Les changements sont nécessaires. Parce que l'absence de changement nous mène à quelque chose d'assez sclérosant, exactement, d'assez paralysant et d'assez mortifère à la fin. Donc nous Antillais, on a toutes ces appartenances qui au final nourrissent nos ambitions, qui au final nourrissent aussi nos contestations, qui nourrissent aussi nos contradictions. Et il faut... J'avais envie de souligner ça. J'avais envie de souligner ça pour qu'on comprenne bien que l'équation antillaise, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine, mais qu'elle est aussi formidable parce que justement, elle est complexe. Alors justement, mais est-ce que cette complexité, est-ce qu'elle est comprise ? Parce que moi, le sentiment que j'ai en tant que Guadeloupéenne, enfin en tout cas, je suis née ici, je n'ai pas choisi, mais j'en suis très très heureuse. Je crois qu'on n'arrive peut-être pas suffisamment à comprendre qu'il y a une véritable complexité et c'est peut-être ce qui donne aussi les paradoxes. Par exemple, quand tu parles de peuple dans ton ouvrage, d'un côté, tu nous invites à réaliser la chance que nous avons d'être de partout et donc par conséquent de pouvoir avoir une ouverture. Donc c'est un avantage. Mais d'un autre côté, tu dis aussi que nous sommes un peuple empêché. Et aussi, tu nous invites à sortir d'une forme de victimisation. Donc, quelque part, est-ce que c'est justement ce paradoxe-là qui ne parvient pas à être saisi et qu'on n'arrive peut-être pas suffisamment à... Alors déjà, pour pouvoir l'enseigner, pour pouvoir éduquer nos enfants, encore faudrait-il que nous en soyons conscients. Qu'en penses-tu ? L'élévation et l'éveil même des consciences est nécessaire. Je ne sais pas si... Je ne dirais pas que je viens le réaliser personnellement. Je n'ai pas cette arrogance. Par contre, on peut sortir du paradoxe. Parce que si tu ne sors jamais du paradoxe, il se répète en boucle en fait. Et je parle à un moment d'impasse victimaire et c'est bien ça. On reste dans un schéma, tu disais sclérosant, je dirais même captivant, qui nous ramène à chaque fois au même point. C'est-à-dire qu'on tire le constat, mais il faut apporter quelque chose de nouveau. Et ce que j'essaie d'apporter de nouveau, sans faire d'apologie de ce crime contre l'humanité qu'est l'esclavage et qu'est aussi la colonisation et la post-colonisation, c'est de dire, oui, ça a été subi, mais nos ancêtres ont réussi à s'en sortir, et maintenant, il ne faut pas répéter le cycle en nourrissant cet égrégore de souffrance. Il faut capter la lumière qu'ils ont créée et la faire prospérer. On n'oubliera jamais d'où on vient, mais il n'y a pas besoin de nourrir cette souffrance mémorielle pour en sortir. Mais en quoi tu penses qu'on nourrit cette souffrance mémorielle ? Est-ce que, par exemple, je veux dire qu'on est d'une génération où dans nos familles on n'a pas particulièrement, en tout cas moi on ne m'a pas enseigné, mes parents ne m'ont pas dit tu es descendante de, etc. Cette histoire je la découvre véritablement quand je suis étudiante à la fac. C'est à ce moment-là, très souvent je pense que c'est quand on a 18 ans qu'on découvre certaines choses, qu'on épouse certaines causes, certaines idées, certaines idéologies révolutionnaires, etc. Mais je veux dire, à quel moment tu as le sentiment qu'on conforte, comme on dit, le cacaressé bobola, parce qu'en fait les gens ne sont peut-être pas forcément conscients. Alors c'est peut-être pas conscient et c'est quelque chose que j'aborde dans le livre en disant on a des réponses comportementales qui sont quasi automatiques et ça développe des pratiques qui sont même systémiques en fait. C'est-à-dire on consomme pas local, par exemple. Ça change quand même. Heureusement, mais on consomme pas local. C'est-à-dire que lorsqu'on te dit que les dockers vont faire grève, on vide les magasins. C'est donc tout. Il y a donc une bonne partie de ce qui est acheté qui est pas consommé, qui est consommé localement, mais qui est pas produit localement. Et c'est les premières choses vers lesquelles on va courir. Tu vois ? Donc en fait, notre survie,
le message qui est envoyé, c'est que notre survie dépend du nombre de yaourts importés qu'on a dans son réfrigérateur, du nombre de pommes, du nombre de poires. J'aurais aimé que lorsqu'on voit que la pénurie se présente, et qu'on s'assure qu'en circuit court, on va pouvoir avoir à peu près ce qu'on veut. En goyave, en orange, en ananas, en ce que tu veux. Mais ça veut dire que ce que tu pointes, qui est très très pertinent, c'est qu'effectivement, il y a une éducation à faire complète dès les premiers mois de la vie, pour que justement, et c'est ce que je crois fait Rachel Lolia avec Typo Pays, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, parce que quand on veut faire en sorte que les choses soient consommées localement en circuit court, il faudrait aussi que les jeunes agriculteurs, selon moi, puissent avoir la possibilité, eux aussi, de faire peuple en ayant de quoi cultiver, en ayant suffisamment de terre, parce que même s'il y a beaucoup d'initiatives, et là je pense à Steve Salim avec Guadeloupe Forever, même si tu as comme ça beaucoup d'initiatives de gens qui choisissent de faire en sorte que l'on consomme dans un circuit court, mais est-ce que ça peut répondre à l'ensemble des besoins de la population? Sachant que, Mathieu, dans cette population, il n'y a pas que des natifs natals Guada. J'entends bien, sauf qu'à un moment, peut-être qu'on sera face à une pénurie et qu'on va pouvoir éprouver le système. Moi, je pense qu'on peut être en autosuffisance. C'est juste que tant qu'on a le choix entre aller voir le maraîcher ou s'organiser et aller au supermarché, l'avantage est au supermarché pour l'instant. Je pense que d'ici quelques mois, on traversera à l'échelle mondiale quelques événements troublants, quelques crises d'approvisionnement, et là, on verra bien, on mettra notre système à l'épreuve. Pendant longtemps, moi, j'ai cru que c'était aux politiques de gérer ça, que c'était aux politiques d'organiser cette autosuffisance. Mais bon, la faillite politique est là. On voit bien, ils brillent tous par leur absence et par leur manque de vision. Et donc, heureusement qu'il y a des initiatives citoyennes et individuelles et de maraîchers. Et on va trouver notre chemin. J'ai pas dit que ça se ferait sans difficulté, ça se ferait sans heurts. Le changement entraîne toujours des frictions. Hélas. Mais c'est la vie, il faudra les accepter, oui. Alors, le titre de cet essai est assez énigmatique. Moi, je l'aime beaucoup, je te l'avais déjà dit. Parce qu'il donne l'impression que... Voilà, qu'il y a quelque chose à faire derrière, comme si c'était une invitation à l'action. Est-ce que c'est bien cela ? C'est définitivement ça. C'est définitivement ça. C'est pour ça que j'ai choisi. Chaque terme a été choisi. C'est pas quand les Antilles feront peuple. C'est le jour où, parce que ce jour approche. Il est à mon sens imminent. Il est déjà en chemin. En fait, il est déjà. J'ai envie de te dire, il est déjà même arrivé. C'est juste qu'on ne le voit pas encore. Mais il est déjà inscrit en nous. Les Antilles, moi, j'ai voulu utiliser ce terme-là plutôt qu'un autre, parce que on peut bien sûr dire que on n'est pas, ce terme Antilles, il vient du portugais, donc il vient du colon et machin. On peut pas exhéréder tout ce qu'on est. On peut pas faire comme si on n'était pas une population syncrétique. Enfants, on est des enfants de personnes déportées, mais on est aussi des enfants de colons, on est des enfants des descendants d'Amérindiens, on est des descendants d'Indiens, on est des descendants d'engagés asiatiques. Enfin bref, et moi je trouve que ce terme-là, il concerne tout le monde. Donc on peut le rejeter si on veut, mais en même temps c'est le seul qui englobe tout le monde. Et être antillais, c'est quoi ? C'est avoir cet amour inconditionnel pour la terre antillaise. Donc c'est pas seulement c'est donc pas une question de race, c'est pas une question seulement d'origine. Exact, c'est une question de fréquence vibratoire. Est-ce que quand un individu, moi j'estime que quand un individu vibre à la fréquence du territoire, il appartient à ce territoire. Qu'est-ce que tu entends par vibrer à la fréquence du territoire ? Quelque chose d'assez profond. On parle d'ancrage là. On parle de... C'est-à-dire ancrage. Parce que moi, ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a des gens. Je trouve qu'en Guadeloupe, contrairement à ce qu'on pourrait croire,
on parle de peuple, mais en fait, il y a différentes ethnies et chacune de ces ethnies vit à son rythme, mange ce qu'elle aime manger. Donc déjà, pour moi, parfois, autour de la nourriture, on peut faire peuple. Par exemple, le Colombo, d'accord, les afrodescendants l'ont intégré, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que, est-ce que, par exemple, dans un lait rose, tu as déjà vu beaucoup de descendants de colons? Est-ce que l'on voit beaucoup de, comme on dit, blanc pays, qui a dansé en Léon Mendé, en Léon Kaladja? Tu vois, c'est tout ça, moi, qui m'interpelle. Alors peut-être pas avons l'eau béquille, on l'eau colon, mais quand avons l'eau mon à clair aussi. Quand avons l'eau mon vers chivier wayayay. Donc côté yo pour chivier wayayay là. La peau chapée, tout ça, ça vient de quoi? C'est bien que dans l'ascendance, il y avait quelqu'un de suffisamment clair de peau pour qu'on ait ce résultat, ce métissage-là. Donc, c'est là où j'en reviens à l'ancrage. Celui ou celle qui a décidé d'aller, de vivre son léoise ou de vivre le gros cas ou le belay pour la Martinique, ou alors pas du tout, mais juste qui se sent à sa place dans le pays, ou qui se sent à sa place même s'il n'est pas dans le pays, avec un sentiment d'appartenance. Celui-là, tu peux pas lui enlever son antillanité. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on entend par son sentiment d'appartenance quand tu as des gens qui ne viennent que consommer du soleil et de la plage? Ceux-là n'ont pas de sentiment d'appartenance, ils ne se sentent pas responsables du développement harmonieux du pays. Ils sont venus prendre un truc, ils le prennent, ils sont partis. Point. Et j'ai envie de te dire, on ne peut même pas leur reprocher, c'est leur problème. Oui, c'est leur, chacun est libre. Exact. Absolument. Mathieu, ce livre, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas? Est-ce que c'est un traité à suivre, un guide ou simplement une incitation à la réflexion? Alors un guide, surtout pas, parce que je crois que je ne veux pas prendre cette responsabilité-là. J'incarne ce que je suis, définitivement. Je suis pas venu donner de leçons aux gens. Je suis venu poser une réflexion en disant à mon peuple, mais qu'est-ce qu'a fait ça évoque quoi chez vous? Et vous dites-moi, vous pensez quoi de ça? Voilà. D'accord. Alors, nous nous retrouvons tout à l'heure après une coupure pub. Nous allons retrouver Mathieu Gama pour la suite de cet entretien. À tout à l'heure. Alors, nous retrouvons Mathieu Gama pour la deuxième partie donc, de cet entretien. Mathieu, dans une interview que j'ai vue sur une chaîne concurrente, tu dis que les peuples de Guadeloupe et de Martinique sont des peuples qui ont été empêchés. Tu as commencé tout à l'heure déjà à dire un petit peu, mais est-ce que tu peux développer cette idée? Ils ont été empêchés par quoi et par qui? Je vais te faire une remarque qui en même temps qui remonte dans l'histoire des Antilles et qui en même temps est très d'actualité là. Le développement des Antilles, le développement des populations antillaises en tant que peuple, il bénéficierait à qui en fait? Aux Guadeloupéens et aux Martiniquais. Aujourd'hui, on est français. Pour moi, on a été empêché de faire peuple parce que si on avait développé nous-mêmes nos richesses, on se serait trouvé dans un conflit avec une nation colonisatrice qui défend ses intérêts. La France est devenue une puissance mondiale grâce particulièrement à Haïti, qui à l'époque où les épices, le café et le sucre étaient les équivalents de l'or ou de l'uranium d'aujourd'hui, était un tiers du sucre mondial était produit par Haïti, qui était à l'époque une colonie française. Donc oui, on a été empêché de faire peuple parce que c'est des choses je pense qu'on découvrira peut-être un jour qu'il y avait des intellectuels en fait qui ont écrit des choses au roi de France en lui expliquant comment on empêche à une population de poursuivre son autodétermination, de se créer, de créer ce germe identitaire, cette fierté locale qui fait que un Corse te dit qu'il est Corse. Et qu'un Breton, même s'il est français, il dit je suis breton et qu'il a son drapeau et que ça donne lieu à aucun recours devant un tribunal administratif ou devant le Conseil d'État pour faire sauter une décision de la CTM qui avait décidé que voilà, ce serait ça le drapeau de la Martinique et que ce serait ça l'hymne de la Martinique. Donc
c'est des choses qui sont très anciennes et qui sont encore très actuelles. On retrouve ça aujourd'hui. Et ouais, on a empêché les populations guadeloupéennes et martiniquaises, et certainement guyanaises, réunionnaises et mahoraises et d'autres encore, de développer leur propre identité. Il y a eu ce formidable effort d'assimilation sous des vœux pieux d'abolitionnisme, tu vois, de l'esclavage et de la traite négrière, mais qui n'a fait que remplacer un système capitaliste forcené par un autre système capitaliste forcené, mais qui se voulait un peu plus vertueux en apparence. Donc on a été empêché. Je pense qu'on en est conscient maintenant. On est conscient. Tu penses qu'on en est conscient? Parce que moi, je ne sais pas, quand je discute comme ça, quand tu as des discussions ouvertes avec des gens, je n'ai pas toujours l'impression que les gens sont convaincus, parce que quand on dit, par exemple, on a été empêché, ce sont des faits, il me semble, historiques, mais beaucoup de gens perçoivent cela comme une excuse à la victimisation. Je vois bien. Et ça, c'est ce qu'on crée. Le meilleur moyen d'empêcher une victime, par exemple, de violence sexuelle de guérir, c'est de ne pas la considérer comme une victime, de la priver de son statut de victime. Parce que ça a des conséquences. Une fois qu'elle est reconnue comme victime, elle commence son processus de guérison. Tant qu'on ne nous reconnaît pas comme victime, on reste coincé en dehors d'un processus de guérison. Donc c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de boucle, comme une forme de boucle temporelle, hein, ça c'est des références science-fiction. C'est ça. Donc c'est pour ça, selon toi, que tant qu'on n'aura pas été reconnu comme étant victime, on ne pourra donc pas s'autodéterminer, guérir et des choses comme ça. Ce que je pense, c'est que l'État français a bien compris que tant qu'il ne nous reconnaît pas comme victime, on va courir après ce statut de victime. Et moi, je propose de faire autrement, de sortir de cette impasse victimaire, donc de priver le bourreau de son pouvoir et de lui dire, écoute, on a compris le jeu, on a compris le mécanisme, on va faire nous-mêmes maintenant. Et alors, tu me diras, il y a eu des résistances à l'intérieur même du peuple guadeloupéen ou du peuple martiniquais, mais que tout ça cédera devant la nécessité économique de faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc on va être aidé en fait par une situation de crise. Et quand tu es au pied du mur, tu es obligé de changer tes habitudes, parce que tes habitudes de tous les jours, quotidiennes, ne fonctionnent plus. Tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant ne fonctionnera plus, et il faudra bien faire autrement. Et est-ce que c'est cette répétition de certaines choses qui, selon toi, crée de la violence? Parce que tu affirmes, donc j'ouvre le livre à la page 33, tu affirmes ceci... L'histoire violente des Antilles a empêché l'émergence du savoir vivre ensemble. Donc ça, c'est le titre. Et tu dis, comme sur toutes les terres qui composent le monde, les hommes regroupés en clans, en groupes, en peuples, ont affirmé leur pouvoir de domination sur d'autres. Sur les terres antillaises, c'est de la violence ethnique répétée qu'a émergé la population actuelle. Est-ce qu'effectivement, le fait qu'on ait été empêché crée cette espèce de violence qui semble revenir constamment? C'est comme toute chose naturelle que tu freines dans son développement. C'est comme l'eau. Tu sais, quand tu bloques l'eau quelque part, elle va trouver d'autres voies. Et en fait, les phénomènes de violence qu'on vit aux Antilles, ils sont dus à ça. Ils sont dus au fait qu'on nous a placés dans une situation d'occidentaux, alors qu'en fait, nous sommes d'abord des Caribéens sur un plan géographique. On nous a placés dans une situation de pays développés, alors que nous sommes un pays sous perfusion. On est des assistés. On est des assistés pour beaucoup de choses. Et on s'en rend pas compte, parce que finalement, ça, comme on est citoyen français, c'est finalement normal. Mais si on était... prenons juste l'hypothèse où on a tout ça sans être français. Il faudrait produire des choses pour entretenir tout ça, pour entretenir ces routes, entretenir cet hôpital qui... Mais est-ce qu'on a les moyens de cela? Et pourquoi on les aurait pas? Comment faire pour les avoir? Alors, c'est bien que tu poses la question. Comment font les autres pays voisins? Certains pays se sont endettés. Ils ont emprunté au FMI, et puis ils font des choses, ils priorisent certains développements par rapport à d'autres.
Notre problème profond, c'est cette hyper capacité à se dire que c'est pas possible. D'accord. Donc tu penses que c'est ça, c'est cette phrase-là, mais est-ce que justement cette sensation, cette conviction même presque d'avoir, de penser qu'on n'en est pas capable, est-ce que ce n'est pas aussi toute une éducation ? Parce que nous faisons partie de la génération qui nous innovons, nous créons. Il y a quand même en Guadeloupe et en Martinique beaucoup de chefs d'entreprise. Il suffit de regarder donc le document que produisait à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, de Monsieur Marajo, Open Soft System, qui montrait effectivement toutes les entreprises qui existent, leur chiffre d'affaires, etc. C'est impressionnant quand même le nombre d'entreprises que les jeunes Guadeloupéens, Martiniquais créent. Donc ça veut dire que mine de rien, on a déjà acquis la possibilité de faire par nous-mêmes. Et pourquoi on n'avance pas ? Parce que, comme tu l'as dit, on a des schémas anciens où nos parents, nos grands-parents nous disaient « Trouve un travail, sois fonctionnaire, tu auras la garantie de salaire jusqu'à la fin de ta vie. » Et puis on s'est rendu compte que tout le monde ne serait pas fonctionnaire, c'était pas possible. Tout le monde ne serait pas employé de la mairie, tout le monde ne serait pas employé du département ou de la région. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? Eh ben, c'est un peu comme l'eau que tu empêches de passer par quelque part, elle passe par ailleurs. Donc, les jeunes et les moins jeunes se sont dit non, moi, je ne veux pas travailler, je ne veux pas être fonctionnaire, je ne veux pas travailler pour un patron, je veux créer mes affaires, je veux faire mes affaires. Cette volonté d'émancipation. Est-ce que c'est conscientisé ? Est-ce qu'on se rend compte de la puissance créatrice que l'on a collectivement pour créer autant d'entreprises, même si... Alors on me dira c'est des TPE, des PME. Ouais, et alors on est un petit territoire, donc on va pas créer Facebook. Hein. Oui. Tu crées Facebook demain aux Antilles, tu emploies toute la population antillaise. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est qu'on ait de la diversité, qu'on puisse faire une chose et d'autres choses, qu'un chef d'entreprise, une fois qu'il a créé une première entreprise, il se rend compte que c'est faisable, je peux en créer une deuxième pour faire autre chose alors, et une troisième pour faire autre chose. Et le fait que lui se réalise en créant quelque chose, il donne envie à d'autres, il donne la possibilité à d'autres de faire comme lui. Tu vois ? Et c'est là que toute ta question prend son sens. C'est pas qu'on n'en ait pas les moyens, c'est qu'on a essayé de nous convaincre qu'on n'était pas capable. Donc, la déconstruction, elle est là, et elle est pas, c'est pas un vœu pieux. Je suis pas en train oui, je suis un rêveur, mais je suis pas en train de dire oui, dans 20 ans ceci. Je parle de choses qui sont réelles, c'est maintenant la vivacité économique, la volonté, l'ambition de créer de la richesse aux Antilles, elle est là. On n'aura peut-être pas de multimilliardaires, de multimillionnaires, mais on aura des gens qui ont créé des sociétés et qui ont permis de nourrir leur famille et éventuellement de donner du travail à d'autres et donner l'envie à d'autres de créer eux-mêmes leur entreprise, et voilà. Donc, toujours pour poursuivre sur cette idée, tu dis à la page 51... La théorie des races a gravement nui au sentiment d'appartenance à la même communauté. Cette phrase m'a interpellée. Et tu continues, le sentiment de supériorité de l'homme blanc, le sentiment de supériorité ressenti par l'homme blanc envers tout ce qui ne lui ressemble pas, et en particulier sur l'homme noir, est une réalité historique. Tu poursuis, il existe plusieurs races dans l'imaginaire du monde, mais scientifiquement, il n'en existe qu'une, la race humaine. Mais cette vérité n'a pas toujours été enseignée. Cette supériorité a été théorisée et enseignée dans les écoles primaires d'Europe jusqu'au milieu des années 50. On est arrivé à croire à la pluralité des races et en particulier à la supériorité de la race blanche sur tous les autres. Ceci a aussi été enseigné ici. Nos ancêtres les Gaulois habitaient des huttes en bois. Alors, puisque ces choses-là ont été enseignées, les Antillais noirs, est-ce qu'ils ne sont pas victimes quelque part de tout ceci? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'être réparés plutôt que stigmatisés? Pourquoi je dis cela? Parce que je me rends compte que dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans notre société et qui peut-être nous empêche de faire peuple, on est systématiquement ramené à notre couleur. C'est parce que nous que nous pas à comprendre. Alors, à ton avis, est-ce qu'on n'a pas besoin d'être réparé plutôt que stigmatisé? Et réparé comment? La question est justement qui mène la réparation. Et je pense que la réparation, elle ne peut venir que de chaque individu pour lui-même. Il n'y a pas un individu qui pourra réparer
le peuple de Guadeloupe ou le peuple de Martinique. C'est à chaque individu, à chaque membre de cette communauté de prendre conscience de sa puissance. Mais comment ? En faisant des choses simples, la première des choses, c'est, à mon sens, c'est de faire preuve de gratitude. De faire preuve de gratitude, ça veut dire, dans la vie de tous les jours, être persuadé que tout se passe toujours pour le mieux, parce que nous sommes définitivement dans un courant de vie. La vie est un courant d'énergie. Et en fait, tout ce que nous mettons en mouvement a des conséquences. Et la première responsabilité d'un individu, c'est sa propre vie à lui. Avant de vouloir que les autres fassent des choses, il faut d'abord incarner... je vais te donner un exemple. C'est un épisode de la vie de Gandhi. Il y a une maman qui vient le voir en lui disant Mahatma, j'ai un problème, mon fils mange trop de sucre. J'aimerais beaucoup que tu lui parles et que tu lui indiques, que tu lui parles de ça et du danger du sucre. Il dit à la femme qui est venue le voir, reviens me voir dans 2 semaines avec ton fils. Et elle revient dans 2 semaines plus tard, il voit le fils, il lui parle du danger du sucre et tout ça. Et la femme se retourne vers lui et lui dit, mais pourquoi tu lui as pas dit tout de suite quand je suis venu ? Il lui a dit, parce qu'il y a 2 semaines, je mangeais encore du sucre. D'accord. Donc il faut incarner ce que l'on souhaite voir s'opérer comme changement dans le monde. Si on veut que le peuple de Guadeloupe ou le peuple de Martinique se répare, il faut que chaque individu qui a ce souhait-là se répare. Alors, est-ce que tu es conscient quand même que pour pouvoir se réparer, il faut être conscient qu'il y a quelque chose à réparer ? Est-ce que tu penses que quand tu circules dans les rues de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre ou d'Ajoupa-Bouillon, est-ce que tu as le sentiment que chaque individu que tu rencontres est conscient de son état, est conscient qu'il y a quelque chose à réparer ? Est-ce que d'ailleurs ce sont des questions qui préoccupent le Guadeloupéen lambda ou le Martiniquais lambda ? Alors déjà, je pense que le Martiniquais lambda ou le Guadeloupéen lambda, il vit quotidiennement un certain type d'épreuves. C'est ce qu'on appelle des alertes. C'est des choses qui doivent l'interroger. Alors, il peut essayer d'éviter le questionnement autant qu'il veut. La vie mettra devant lui suffisamment d'obstacles pour qu'un jour il s'y intéresse. Tu vois ? Ensuite, l'éveil des consciences dont tu parles, il passe par le fait, on en parlait tout à l'heure, de l'accomplissement qu'on voit chez l'autre. Alors, je vais prendre un exemple très, très actuel, très concret. Je vais te parler de toi alors. Quand je te vois présenter cette émission, j'éprouve du bonheur de te voir te réaliser en tant que chroniqueuse sur une émission littéraire. Voilà. Et quand je te vois faire ça, ça chante à mon oreille. On en parlait aussi, le chant des possibles, c'est bien ça. Chant. C'est pas seulement le chant, l'espace des possibles, c'est cette mélodie de c'est possible. Parce que toi, tu es en train de réaliser le rêve d'une vie, et moi, je te vois réaliser ça. Je suis témoin de ton accomplissement, de ta réalisation, tu vois. Et ça crée forcément, chez moi, mais aussi chez d'autres, une émotion particulière qui fait que, après tout, mais Laure, elle a réussi ça. C'est peut-être pas si impossible que ça. Et si en plus tu interviens devant des classes en disant, ou devant des professionnels en disant, voilà, moi je croyais pas que j'étais capable et maintenant je le fais et je le fais avec succès, la vibration qui émane de toi finalement, elle va toucher les autres et le questionnement dont on parlait, qui se fait dans la vie de tous les jours par des épreuves, il peut aussi se faire comme ça. Comme moi je me réalise en écrivant cet essai, j'espère que j'ai donné envie à d'autres Guadeloupéens ou d'autres Martiniquais d'écrire sur le sujet ou de s'exprimer. C'est vrai que c'est très beau. Je te comprends, tu sais combien je suis dans cet état d'esprit, mais tu sais aussi que parfois le fait de voir l'autre qui réussit,
plutôt que d'exprimer de la joie, comme tu dis, de la satisfaction, parce que ce que l'un fait va rejaillir sur les autres et permettre à tout le monde de s'élever, mais tu sais très bien que très souvent, ce n'est pas ce que cela génère. Ça peut générer plutôt Kamanzel qu'à comprendre, Kamissier qu'à comprendre, et plutôt, je n'aime pas ce terme, mais il existe, un fanchoïsme. Est-ce que le fanchoïsme n'est pas un empêchement, une façon d'empêcher de faire peuple? C'est ce que tu dis est magnifique, parce qu'en fait, ça me permet de revenir à mon idée première, d'incarner ce qu'on veut voir s'opérer dans le monde. Et même moi, je pratique aussi, avec la gratitude, je pratique aussi l'art de permettre. C'est-à-dire que je permets à l'autre d'être dans son fanchoïsme, parce qu'il faut qu'il soit dans son fanchoïsme jusqu'à ce qu'il en mesure les limites pour lui. Donc, que les autres le soient, c'est bien, mais si sur 10 personnes, j'ai 9 fanchoïstes, ça veut dire que j'en ai un que j'ai capté. Et celui-là, il va aller convaincre en incarnant ce qu'il est. Il va persuader un autre qui peut aussi y arriver. C'est des processus qui sont longs, mais c'est des processus qui sont durables. Donc j'y crois. Eh bien, écoute, ça nous permet d'arriver à cette question de résilience. Dans la troisième partie donc, de ton livre, tu parles de ce mot qui est très à la mode, qui suscite beaucoup de débats. Donc, tu parles de résilience. En quoi, selon toi, le peuple antillais serait résilient? En quoi consiste sa résilience? Je vais te faire une réponse très simple. On est un peuple résilient parce que toi et moi, on est là à parler de ça. Déjà. Ça veut dire que pour que toi et moi, on soit là... C'est que d'autres ont résisté. C'est que d'autres ont résisté, d'autres ont dépassé et qu'on est en train de surpasser. Et donc, il suffit de poser un regard lucide sur notre histoire. Qui a dit, qui aurait pensé, il y a 100 ans, que toi et moi, enfants des Antilles, on serait là à parler de nos réalisations personnelles, toi à ta place de chroniqueuse, moi en tant qu'essayiste, qui aurait parié sur nous il y a 100 ou 150 ans, ou il y a encore même juste 50 ans, quand je le disais, quand on nous disait que les Noirs sont indolents, paresseux, forts physiquement, et voilà. Personne n'aurait pensé qu'on aurait lu tous ces bouquins qui sont sur la table, ou qu'on serait capable de mener des synthèses ou de discuter de choses difficiles, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Personne n'y aurait pensé, donc la résilience, elle est bien là. On en est la preuve. Alors, je vais lire un extrait. Les Antilles vivent dans une profonde angoisse de la séparation de la France. À ce titre, elles anticipent cette situation de séparation en éprouvant plusieurs sentiments néfastes à leur développement. Le sentiment d'abandon et le sentiment d'insécurité. De fait, les Antilles ne développent aucune confiance en leurs capacités propres et elles sont dans l'incapacité de prendre réellement leur distance avec la France. Un autre paragraphe, le problème identitaire des Antilles, précédemment exposé, met en lumière l'altération profonde de nos facultés de résilience collective. Mais du pire naît toujours le meilleur. Ainsi, c'est bien en exposant les facteurs d'altération à la lumière de notre conscience collective que nous entrevoyons l'émergence d'un processus de résilience propre aux Antilles. Alors, c'est quoi notre processus de résilience propre aujourd'hui, selon toi? Ce processus, il est lié à un enjeu, l'enjeu d'occidentalisation des Antilles. Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant aux solutions qui nous sont proposées. Parce que tant qu'une solution vient pas de nous, elle n'est pas pérenne, elle n'est pas durable. Ça, là, c'est mon expérience de médiateur qui me le montre et qui me le dicte tous les jours. J'ai été interrogé il n'y a pas longtemps, j'étais invité à un congrès de syndicalistes. Et il me disait alors, qu'est-ce qu'on devrait choisir comme statut, région ultra-périphérique, ou on doit rester dans la départementalisation? Je leur ai dit, mais dans ces deux solutions, laquelle on a créé, nous? On a participé à quelle proposition? On est à l'initiative d'eux. D'accord. Qu'est-ce qui vient de nous, en fait? Et en fait, aucune ne vient de nous. Le statut de RUP, c'est un truc de Bruxelles, et la départementalisation, c'est un truc de Paris. À quel moment, nous, Antillais, on s'est assis là et on s'est dit, bon, on a peut-être le choix entre ça et ça, on devrait décider. À quel moment on a fait une proposition pour nous-mêmes?
Et en toute chose, je pense qu'il faut être vigilant là-dessus. On veut rentrer dans des cadres qui ont été prédéfinis par d'autres pour nous. Peut-être que la solution pour les Antilles, elle n'est pas encore trouvée, elle n'est pas encore inventée. Eh bien, inventons-la. Posons-nous calmement. C'est le moment, en ce moment-là. On a du temps. Le coronavirus passe par là et donc on a peut-être le temps de réfléchir à ce qu'on veut. On n'est peut-être pas obligé tout le temps d'attendre que ça vienne d'un président de région ou d'un ancien ministre de l'Outre-mer ou d'une ancienne préfète ou de quelqu'un. On peut créer nos propres affaires, on peut avoir des solutions et comme je t'ai dit, le bon sens, comme c'est une valeur qui se perd quand tu montes dans les sphères de pouvoir, eh ben peut-être que le bon sens, il est plus près de nous qu'on l'imagine. Alors comment expliques-tu que historiquement, quand on regarde les différentes organisations qui ont eu le même type de pensée que celle que tu as aujourd'hui, qui ont voulu inciter la population à faire par elle et pour elle, donc je ne vais pas citer GONG, ARC, UPLG, etc. Pourquoi finalement nous en sommes encore, selon toi, à se poser la même question? Pourquoi depuis le temps qu'on a posé ces choses-là, on n'a pas réussi à faire peuple? Parce que tu dis qu'on est un peuple, de fait. Sans doute. Mais faire peuple, c'est autre chose que d'être peuple. Tout à fait. Faire peuple, c'est mener la lutte pour l'intérêt général, pour le bien commun. Est-ce que les gens qui ont défendu l'idéologie d'une séparation avec la France, est-ce qu'ils incarnaient dans leur vie de tous les jours cette séparation avec la France? C'est la question que je pose. Est-ce que le syndicalisme antillais n'a pas été très influencé par la lutte entre le capitalisme et le communisme, par exemple? C'est la question que je pose dans mon livre. Est-ce que celui qui exhorte la population antillaise à faire peuple, ou en tout cas à prendre en main sa destinée, est-ce qu'il ne doit pas incarner dans sa vie cette prise en main de sa propre destinée? Ou est-ce qu'il reste dans un schéma qui existe déjà et qu'il juste dit aux autres, ouais, nous avons fait ça, les gars, nous avons fait ça. Mais nous avons fait, mais on nous fait tout de suite, on nous fait un pied en nous là même. Et je pense que c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Alors, parce qu'en se posant cette question, on va aussi se dire, est-ce qu'ils avaient les moyens de faire autrement? J'en sais rien. J'étais beaucoup trop jeune pour pouvoir me poser, pour pouvoir avoir cette distance-là, cette réflexion-là. Mais aujourd'hui, si je dois suivre quelqu'un politiquement, ce sera quelqu'un qui incarne ce qu'il dit. Ce sera quelqu'un qui prend ses risques. Alors justement, à un certain moment dans ton livre, tu dis que tu ne crois pas à un homme ou une femme providentielle. Ce n'est pas du tout ce dans quoi tu te reconnais, mais tu te reconnaîtrais davantage dans quelque chose de commun, en fait. C'est bien cela. Je me reconnais dans l'émergence de tous ces projets. Pas un en particulier. Pas un en particulier, pas une parole en particulier, mais par ce concert de voix, ce concert d'ambition, cette mélodie-là qui est jouée tantôt en ré mineur, tantôt en sol, et en fait ça converge. Je crois à la convergence. En fait, à la convergence de toutes ces belles âmes, de tous ces gens qui ont une ambition pour leur famille, pour eux-mêmes, pour leur famille, et ensuite pour la Guadeloupe. Voilà, j'y crois. Donc, on va terminer bientôt cet entretien, avant donc notre coupure publicitaire. Tu écris que l'identité antillaise est fondamentalement inclusive. Alors, c'est à la mode, hein, écriture inclusive, etc. Et tu dis... Tant et aussi longtemps que nous créerons une identité antillaise à partir de la souffrance résultant de l'esclavage et de la colonisation, il nous sera impossible de nous libérer de notre passé de victime. L'identité des victimes est fondée sur la croyance que le passé colonial est plus puissant que notre présent, ce qui est contraire à notre réalité. Alors, en quelques minutes, avant donc notre coupure publicitaire, ou plutôt, nous allons nous retrouver après donc cette coupure publicitaire pour que tu puisses répondre à cette question. À tout de suite.
Donc nous nous retrouvons en compagnie de Mathieu Gama, l'auteur de cet essai que je vous recommande, Le jour où les Antilles feront peuple. Nous allons donc bientôt terminer cet entretien, mais Mathieu ne va pas s'en aller tout de suite. Alors, ton essai se termine de façon ouverte sur de vastes champs du possible, pour reprendre tes mots. Quels sont ces vastes champs, C-H-A-M-P-S, ou champs, C-H-A-N-T-S, du possible? Et aussi, tu parles de la prophétie, j'aime beaucoup cette phrase, des peuples colonisés. Alors, est-ce que tu peux nous répondre sur les champs et sur cette prophétie des peuples colonisés? Comme tu l'as dit, j'ai beaucoup hésité entre les chants C-H-A-M-P-S et C-H-A-N-T-S. Parce que je crois à la mélodie de la vie, en fait. Je crois à la mélodie de la vie, et la mélodie de la vie, elle crée des espaces. Et quand je parle de chants possibles, je parle de ça, des chants d'une vie possible, mais qui au final, ne connaît son avènement que si on la découvre, que si on l'explore, que si on s'autorise, en fait, à aller là où on ne nous attend pas, en fait. Donc pour des populations qui sont soumises à quelque chose, à des institutions ou à un régime qu'elles n'ont pas inventé, aller vers l'inconnu, c'est quasiment aller vers la mort, en fait. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à se dire qu'en fait l'inconnu pour nous, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, parce qu'on ne l'a pas encore exploré. On a déjà connu tellement de choses. L'histoire des Antilles a été jalonnée de choses, de régimes, d'institutions, de lois, de codes qui ne sont pas les nôtres. C'est des codes acceptés, mais pas en conscience. On ne les a pas créés, on n'a pas participé à leur création, on n'a pas mesuré leur efficacité. On les subit encore jusqu'à maintenant. C'est quand même un préfet qui décide à quelle heure on rentre chez nous. Pandémie ou pas pandémie, on a quand même... j'entends des gens aujourd'hui dire que parce que les routes sont bloquées en Guadeloupe, il faut décider d'un couvre-feu. Je comprends la souffrance de ceux qui ont perdu des choses, qui ont perdu une voiture, qui ont perdu une maison, qui ont perdu leur entreprise. J'ai une pensée particulière pour Carole Venutolo et sa famille, et les gens qui bossent dans cet établissement-là. Mais de là à demander au préfet qu'il rétablisse un couvre-feu, je mesure aussi le chemin que le sucre a parcouru dans nos têtes et dans nos cœurs, et j'espère qu'on se réveillera de tout ça. Et la prophétie des peuples. Se réveiller, c'est justement ça. Se réveiller, c'est un peuple qui a été colonisé. Il l'a été pourquoi? Il l'a été pour juste être le réceptacle de toute cette souffrance, ou il l'a été pour transmuter cette souffrance en quelque chose de lumineux. C'est un truc qui existe dans toutes les religions, hein. La transmutation du Christ, tu vois. L'humanité a toujours été conduite par ce phénomène de transmutation, de transfiguration, tu vois. Et je pense qu'en tant que peuple colonisé, les Antilles ont une prophétie à réaliser. On est peut-être là pour montrer que l'amour vainc tout. Ça prend parfois du temps. Beaucoup, et ça demande beaucoup d'abnégation. Ça demande de faire le choix de l'amour plutôt que celui de la haine. Ça demande de faire des choses aujourd'hui, mais qui ne bénéficieront qu'à nos enfants. Tu vois, donc cette idée de don de soi, mais pas de sacrifice de soi, le don de soi. C'est comme quelqu'un, c'est la différence entre quelqu'un qui te dit je suis prêt à tuer pour ça, et quelqu'un qui te dit je suis prêt à mourir pour cette idée. Tu vois, il y a une différence fondamentale entre les deux. Il y a la même détermination à arriver quelque part, mais le moyen n'est pas le même. Absolument. Et les conséquences non plus. Et voilà, et c'est pour ça que je parle de prophétie des peuples colonisés. Je ne sais pas si un jour j'aurai la sagesse d'écrire ce bouquin-là, qui s'appellera comme ça, La prophétie du peuple des Antilles. Mais j'aimerais un jour, oui, pouvoir développer cette idée-là, parce que c'est ce qui me guide, en fait. Je pense qu'on n'a pas... Nos ancêtres n'ont pas connu tout ça pour rien. On n'est pas dans cette situation aujourd'hui pour rien.
le cosmique ne connaît pas le pour rien. En termes quantiques, tout ce qui se passe aujourd'hui a une importance plus tard. On appelle ça l'effet papillon, tu vois. Mais en fait, si on est là, toi et moi, à parler de ça, c'est qu'il y a des gens qui doivent entendre ça et que ça va créer quelque chose chez eux. Ce que ça va créer, je n'en sais rien. Tu vois, je suis pas assez sensible ou hypersensible pour t'expliquer ce qui se passera plus tard. Je sais pas comment tout ça va finir, mais je sais que ça commence aujourd'hui. Mathieu, nous te remercions. Nous allons donc te retrouver tout à l'heure. C'était vraiment très intéressant. Je vous recommande véritablement ce livre, Le jour où les Antilles feront peuple. Et c'est à nous, sans doute, de compléter le jour où les Antilles feront peuple. Que ferons-nous? Est-ce que nous passerons à l'action ou finalement on va rester là en train de se dire ma foi, il n'y a rien à faire? Donc vraiment, merci Mathieu, on te retrouve tout à l'heure. Nous allons maintenant passer donc à notre rubrique quelques lectures à vous conseiller pour les semaines, les mois à venir, et sans doute qu'on aura peut-être du temps pour pouvoir véritablement lire et nous intéresser à nos auteurs. À tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons passer à quelques ouvrages que j'ai sélectionnés pour vous. Donc un roman de Sylviane Gums, un roman paru aux éditions Jazor, qui s'intitule Brisure de vie. Robbie est un orphelin qui grandit à la campagne aux côtés d'une tante acariâtre. Sa jeunesse témoigne d'une époque où l'éducation, le sens du respect, de l'amitié et la solidarité avaient toute leur place. Aux côtés d'Anna, c'est l'expérience d'une vie de couple ordinaire qu'il va vivre, avec ses interrogations, ses incertitudes et ses désillusions. En toile de fond se trouve la Guadeloupe des années 1950 et 1960. Et sans doute ces personnages vont se retrouver avec des destins très souvent brisés. Je vous recommande donc cet ouvrage. Technica de Léna Blou, nouvelle édition revue et augmentée. On ne présente plus donc Léna Blou, cette célèbre chorégraphe guadeloupéenne qui a créé, je vais dire plutôt peut-être pas créé, mais qui a donc conceptualisé, qui a mis en technique la technique du bigidi. Donc il y a une nouvelle effectivement édition de son Technica qui est parue aux éditions donc Jazor. Un autre ouvrage donc de Jean-Michel Palin, Chimay Cossier aux paroles d'hivernage et de carême. C'est un recueil poétique paru aux éditions Nestor. Un roman écrit par Cédric Santime, Le royaume d'Aldurgur, La montée des périls, publié aux éditions Negmaron. Alors de sinistres heures se profilent pour le royaume d'Aldurgur. L'enfer est proche et porte le nom de Triste Lame. Un guerrier impitoyable et sanguinaire qui a dévasté toutes les contrées environnantes et s'apprête désormais à lâcher ses redoutables ombres sur les terres du roi Roderick. Vous l'aurez compris, on se retrouve effectivement dans quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu au Seigneur des Anneaux, etc. Donc, que l'on peut retrouver donc aux éditions Negmaron. Tyléon et le Pipiri chantant, un conte écrit par Serge Restog, paru aux éditions Loédine et mis en voix par les éditions Une voix, une histoire de notre cher Manik Siar Titeka. Pipiri raconte à Tyléon l'histoire d'un esclave sur l'habitation nommée Chapelet. Chapelet disait qu'il n'était pas esclave, mais mis en esclavage, n'est-ce pas Mathieu? Il y a une différence. Il était libre dans sa tête, libre de penser. Tout le monde avait remarqué la disparition soudaine de Chapelet et chaque soir, un tambour résonnait dans le lointain. Je vous invite à découvrir ce conte qui, comme je vous le dis, est possible aussi d'être écouté sur les éditions donc Une voix, une histoire. Je vous remercie donc de m'avoir écouté pour ces propositions de lecture. Nous allons maintenant passer donc à une autre rubrique, la minute du lecteur ou de la lectrice. Alors je vous rappelle que cette émission est faite pour vous,
chers lecteurs, non seulement pour que vous puissiez découvrir nos auteurs et nos autrices, mais aussi pour que vous puissiez nous donner votre ressenti sur les livres que vous lisez ou ceux que vous écoutez. N'oubliez pas de m'envoyer votre vidéo dans laquelle vous dites ce que vous avez pensé d'un ouvrage à l'adresse suivante lauretarer@gmail.com. Bonjour, je suis Gerty Curier. Je souhaiterais aujourd'hui vous présenter un livre qui me tient vraiment à cœur, celui de Lilian Thuram, le footballeur que tout le monde connaît, mais qui a écrit aussi de magnifiques ouvrages. Et je voudrais vous présenter celui-ci, La Pensée Blanche, que j'ai beaucoup aimé, que vraiment, c'est la 3e fois que je le lis, ce livre, en l'espace d'un an, presque un an. Et je voudrais vraiment le partager avec vous parce que ce livre, en fait, raconte l'histoire de la pensée blanche, comment elle s'est instaurée, on va dire, insidieusement dans nos sociétés, comment elle fonctionne, ou plutôt, j'ai envie de dire, comment elle dysfonctionne. Et je trouve que, voilà, il en parle très très bien parce que il n'y a pas de... il incrimine personne en fait et il demande tout simplement aux gens de se mettre à la place de l'autre et d'essayer en fait de comprendre les difficultés que nous, les Noirs, les gens de la communauté peuvent rencontrer au quotidien. Et je trouve qu'il est très très bien écrit. C'est un très bel ouvrage que franchement que je vous recommande parce que d'ailleurs je souhaiterais que ce soit dans les mains des jeunes. Voilà, on va dire depuis l'âge de 14-15 ans, parce que c'est une façon aussi de nous montrer que l'histoire a été falsifiée, qu'on nous a raconté un peu ce qu'on voulait, parce qu'on a voulu, encore une fois de plus, mettre la penser que la couleur blanche était supérieure. Alors vraiment, vraiment j'y tiens. C'est un bel ouvrage que vous pourrez offrir. C'est bientôt les fêtes de Noël, je vous le montre. Hein. Vous pourrez l'offrir à ceux que vous aimez. Les parents, offrez-les aux enfants. Je vous dis, dès l'âge de 14-15 ans, je pense qu'ils peuvent le lire assez facilement. Voilà, bravo pour ce bel ouvrage. Et j'espère qu'effectivement, que ça va déconstruire un petit peu tout ce mythe, j'ai envie de dire, autour du racisme. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, en tout cas. Et n'oubliez pas, dans la corbeille à cadeaux, ce magnifique ouvrage. Alors maintenant, nous allons retrouver Alix pour sa rubrique Une page se tourne, dans laquelle elle va sans doute encore nous surprendre et nous faire découvrir quelque chose d'incroyable. À tout de suite. Bonjour Laure, bonjour Mathieu. Bonjour Alix. Donc aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans les adaptations littéraires en film avec l'un des romans épistolaires américains les plus célèbres, La couleur pourpre. Donc ça tombe très bien. Merci Laure d'avoir choisi cette couleur. En effet. Donc je vais expliquer un peu. Un roman épistolaire est un récit constitué d'une succession de lettres. Chaque lettre s'adresse à un correspondant particulier et en même temps au lecteur. Donc, La couleur pourpre est écrite par Alice Walker, écrivaine féministe et activiste noire née en 1944 à Eatonton dans l'État de Géorgie aux États-Unis. Alice est la 8e enfant d'une famille de métayers et après des études universitaires, elle devient assistante sociale pour l'État de New York, puis elle rejoint le mouvement pour les droits civiques après sa rencontre avec Martin Luther King. À partir de 1969, elle se consacre entièrement à l'écriture. C'est aussi une féministe ardente, à l'origine de la notion de womanisme, un terme qu'elle a forgé en mêlant les mots féminisme et woman, et qu'elle a créé pour les femmes noires afin de leur donner, comme elle disait, un mot à elles. Elle publie de nombreux recueils de poésie et des romans qui la placent immédiatement parmi les meilleurs écrivains américains. En 1982, elle publie La couleur pourpre, pour laquelle elle obtient le prix Pulitzer et le prix du livre américain, 2 prestigieuses récompenses littéraires. Cher bon Dieu, raconte jamais rien à personne, surtout pas à ta mère, ça pourrait la tuer. Raconte tout à Dieu. Ainsi commence La couleur pourpre, chef-d'œuvre poignant, poétique, admirable, qui raconte l'histoire de 2 sœurs qui s'aiment et sont séparées brutalement dans cette Amérique de l'entre-deux-guerres où les femmes noires sont les plus misérables d'entre les femmes.
Dans un langage familier, une petite fille écrit au bon Dieu pour lui raconter sa misère. Viol, inceste, coups, enfant né, enfant enlevé. Et la fillette grandit, et aux viols et aux coups des pères succèdent les viols et les coups des maris. Les femmes, c'est comme les gosses, déclare le mari de Célie, qu'elle doit appeler monsieur. Faut leur montrer qui c'est qui commande, et le mieux, c'est encore de leur mettre une bonne trempe. Une violence conjugale que Célie ne questionne même pas, tant elle fait partie de son quotidien et de celui de nombreuses femmes comme elle à l'époque. Son mari résumera la situation en ces termes d'une cruauté inouïe. « Regarde-toi, t'es noire, pauvre, moche, et en plus tu es une femme, t'es vraiment rien du tout. » Mais Célie est quelqu'un. Sous cette couche de détestation, Célie est encore capable d'être bienveillante et de ressentir. Et l'isolement lui pèse. Alors elle décide de coucher sur le papier ses pensées en écrivant. À travers ses lettres, on découvre une femme peu érudite qui écrit souvent les mots comme elle les entend et la langue comme elle la parle. Elle évoque son quotidien, sa sœur qui lui manque et dont elle est sans nouvelles, son mari qui ne lui vaut aucun respect et à qui elle ne vaut aucun amour. Et heureusement, dans la vie de Célie, apparaissent des femmes qui, sans le savoir, lui montrent la possibilité d'une liberté, d'un affranchissement des contraintes pour devenir sa propre personne. Shug, l'insoumise qui ose porter des pantalons, coucher avec qui elle veut, chanter dans les bars, fumer. Shug, la femme que Célie aime plus qu'une amie, d'un amour admiratif et passionné. Il y a aussi Sophia, la belle-fille de monsieur au tempérament plein de fougue et à la langue bien pendue. Mais celle à laquelle Célie pense souvent, c'est sa sœur Nettie, sans savoir que Nettie lui écrit depuis des années des lettres qui n'ont jamais atteint leur destinataire, sans savoir que Nettie a choisi une autre voie, celle de devenir missionnaire en Afrique. Le récit se situe donc sur 2 continents, l'Amérique du Nord et l'Afrique. Il tente par l'histoire particulière de Célie et Nettie de reconstituer le trait d'union entre ces 2 territoires et par l'histoire générale de donner une identité et une légitimité au peuple afro-américain qui doit se saisir de son passé pour que celui-ci ne se limite pas à l'esclavage. Quand Steven Spielberg contacte Alice Walker en 1984, celle-ci ne sait même pas qu'il est le père, dit-il, extraterrestre. Doit-elle ou non accepter de mettre en image son livre au risque de malmener son histoire? Alice Walker hésite longuement, puis elle se décide. Son livre avait certes gagné de nombreux prix, la critique avait été dithyrambique, mais il restait néanmoins confidentiel dans la mesure où il n'était lu que par une certaine élite. Un film ferait découvrir à des millions de femmes qui ne lisent jamais de romans, dans les ghettos noirs d'Amérique et en Afrique et un peu partout dans le monde, l'histoire exemplaire de Célie. De plus, elle connaît Quincy Jones, qui accepte non seulement de composer la musique du film, mais souhaitait se charger également de la production. Enfin, quand elle rencontra Spielberg, elle dit qu'il pensait avec son cœur et que s'il avait été capable de décrire si bien des Martiens, il pourrait peut-être nous décrire aussi, sous-entendu les Afro-Américains. Là où tout le monde attendait un film réaliste, sévère et quelque peu scandaleux à l'image du livre, Spielberg offre un film plein de finesse, de vérité, de sentiments et de beauté plastique. Le tournage du film a débuté le 5 juin 1985 et s'est poursuivi jusqu'en août de la même année. Il a été principalement tourné dans les comtés d'Anson et d'Union en Caroline du Nord. Plusieurs endroits dans les comtés d'Anson et d'Union ont été recréés afin de représenter parfaitement la configuration rurale du début des années 1900 du film. D'un point de vue technique, Spielberg l'a conçu comme un film d'auteur, pas de storyboard précis comme ses précédentes réalisations, beaucoup plus de dialogue, pas d'action, de nombreux personnages, une violence complètement effacée ou adoucie. Et bien évidemment, comme dans le livre, une figure paternelle, lâche et chauvine. La couleur pourpre n'est pas un film historique, c'est un film sur les êtres humains et particulièrement un film sur les femmes et pour les femmes et noir de surcroît. Alors qu'on lui fait absolument tout subir, Célie n'abandonne pas et elle répond à la face de son mari et du monde « Je suis pauvre, noire et peut-être laide, mais je suis là, je suis là ». Elle est portée par l'espoir que sa sœur se trouve quelque part et que toutes les 2 puissent se retrouver un jour. En attendant, elle voit défiler la vie, profite des petits moments de répit. Accusée d'être caricaturale pour sa représentation négative des hommes noirs et du foyer familial afro-américain, ce qui parle quand même de l'esclavage de noirs sur les noirs, dérives sexuelles, pédophilie, viol, le contre-coup médiatique enduré par le versatile Spielberg lui causa d'être snobé aux Oscars cette année-là, malgré 11 nominations. Son film est quand même sorti en 1984. C'était un peu tôt peut-être pour parler de ces choses-là. Peut-être que maintenant, les choses auraient été vues différemment.
Donc de nos jours, après la prise de conscience du manque de représentation des Noirs dans les films hollywoodiens, la couleur pourpre paraît quand même précurseur dans le genre. C'était irrémédiablement un risque pour Spielberg de faire ce film avec un casting presque entièrement noir à cette époque. Il a mis en lumière des talents destinés à la suite à une grande carrière comme Oprah Winfrey, qui a un très beau rôle dedans, Danny Glover, Margaret Avery et bien sûr Whoopi Goldberg. Il a eu le mérite d'aborder un sujet plus que difficile et sensible qui donne tout de même à réfléchir sur la condition de la femme noire dans sa propre communauté. La couleur pourpre ne manque pas de nuances et ses personnages ne sont ni anges ni démons. C'est un film d'espoir qui captivera quiconque le verra par la beauté de ses images, parce qu'elles sont vraiment magnifiques, et la musique magistrale concoctée par le vénérable Quincy Jones. Je vais finir par une phrase de Célie qui disait « Ne pas perdre la flamme, même si le facteur ne passe pas. Se rappeler de ces belles couleurs qui donnent envie de chanter, de danser, de sourire ou de pleurer de joie. » Merci beaucoup, Alix. Alors là, je crois que Mathieu en était captivé. Très ému, Mathieu, apparemment. Mais en plus, c'est totalement un écho à tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Quand j'écoute cette dernière phrase, c'est magnifique. Mathieu, je vais te laisser conclure. L'espoir, c'est ce que ça m'a inspiré, Alix. Donc merci d'avoir accepté que je sois là en même temps que toi. L'espoir aussi, quand je te vois réaliser tout ce que tu réalises là. Et si j'ai une lecture à conseiller, c'est les poèmes de Laure. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il faut absolument lire ça. Et donc voilà, merci. Beaucoup de gratitude, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu, tu viens de me toucher en plein cœur. Hein. Merci en tout cas de ce clin d'œil. Merci, Alix. Je vous remercie, chers téléspectateurs, et je vous dis à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.